Bonjour Madame Leïla Abdoulayeva, vous êtes ambassadrice de l'Azerbaïdjan ici en France et je vous remercie d'avoir bien voulu répondre à mes questions pour le site Eurasie Express. Bonjour Frédéric, je suis ravie de vous saluer ici à l'ambassade de l'Azerbaïdjan à Paris. Alors ma première question va porter sur le récent événement qu'a constitué la conférence de la COP29. Donc pouvez-vous dire quelques mots sur le bilan que vous tirez de cette conférence et sur les décisions qui y ont été prises? Tout d'abord, bien sûr, Azerbaïdjan, première fois dans notre histoire, on a accueilli une conférence globale sur la question du changement climatique, COP29. Juste pour vous dire que pour l'Azerbaïdjan, on n'avait que 11 mois de préparation pour cette conférence globale et avoir des résultats historiques à la fin de COP29, c'était vraiment quelque chose qu'on voulait bien voir, mais vous savez qu'à la veille de la conférence, il y avait le développement, qu'on avait des questions, est-ce qu'à la fin, ça va être un succès pour COP29 ou bien est-ce qu'on va avoir un consensus sur les résultats de cette conférence, parce que le sujet de conférence COP29 n'était pas facile, comme vous le savez, c'était plutôt au cœur des négociations, c'était le financement du changement climatique. Et ce qui est important, vous avez dit quel est le bilan. Le bilan est vraiment très impressionnant, mais j'aimerais bien me concentrer sur les deux résultats historiques de COP29. Première, c'est la fixation d'un nouvel objectif collectif quantifié, on dit NCQG en anglais, c'est-à-dire un nouvel collectif sur le financement de transition écologique, comme vous le savez. Notamment à l'égard des pays pauvres, c'est ça? Exactement, on a décidé que les pays développés, ils vont payer 300 milliards de dollars aux pays en développement d'ici à 2035. C'est-à-dire on a triplé l'objectif qu'on a eu avant. Oui, mais j'ai entendu dire que ça avait été l'occasion de débats assez vifs. C'est vrai, et vous le savez aussi qu'à la fin, il y avait des pays qui n'étaient pas contents sur ce nouvel NCQG parce qu'on disait qu'au moins on a besoin minimum de 500 milliards de dollars pour financer la transition écologique. Mais vous savez, ce qui est important, que Azerbaïdjan, en tant que pays médiateur entre les différents acteurs, on a réussi d'avoir ce compromis à la fin, d'avoir ce nouvel objectif financier. C'est ça l'importance. Et bien sûr que l'autre côté, on doit aussi souligner un autre résultat historique, c'est la finalisation de l'article 6 de l'accord de Paris. Comme vous le savez, c'est déjà plus de 9 ans que les négociations continuaient pour finaliser cet article, mais c'est à Bakou, à la fin de COP29 de Bakou, qu'on a réussi d'avoir un solide cadre de coopération de marché de carbone. D'accord. Avant la tenue de la conférence, un certain nombre de réserves et même d'oppositions ont été émises à cause de l'offensive azerbaïdjanaise sur le Karabakh, qui a provoqué une épuration ethnique des Arméniens qui résidaient dans cette région, et aussi pour des raisons de politique intérieure, avec la répression d'une opposition et l'emprisonnement d'un certain nombre de journalistes. Quels commentaires pouvez-vous faire sur ce sujet? Juste pour vous dire que c'est vrai qu'il y a eu une campagne immense contre l'Azerbaïdjan à la veille de COP29. Et ce n'est pas la première fois que l'Azerbaïdjan est ciblé par certaines forces. Il y a une campagne anti-azerbaïdjanaise, malheureusement, de la part de médias français aussi. Mais j'aimerais bien me concentrer sur les points que vous avez bien dit.
Tout d'abord, sur la question de Karabakh et conflit avec l'Arménie, il faut tout d'abord commencer par le fait que l'Azerbaïdjan a été victime d'une occupation militaire de la part de l'Arménie pendant presque 30 ans. Le premier jour qu'on a regagné notre indépendance après la chute de l'URSS. Je peux me permettre de vous poser une question. Vous parlez d'un conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, mais Exactement. Il y a un conflit au départ entre l'Azerbaïdjan et la province du Karabakh, Non, qui était autonome pendant la période soviétique et qui a déclaré son indépendance au moment de l'éclatement de l'Union province de soviétique. Karabakh, il faut juste commencer par dire que c'est un territoire souverain de l'Azerbaïdjan. Karabakh fait partie de l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan. Mais c'était une province autonome. À l'époque soviétique, c'était une province autonome au sein de la République soviétique de l'Azerbaïdjan. À la chute de l'URSS, non, mais ça veut dire qu'ils avaient un statut particulier. Il y avait un qui reconnaissait une physionomie particulière à cette région. C'est-à-dire que selon la Constitution, si on parle de droit international, selon la Constitution de la République soviétique de l'Azerbaïdjan, si les républiques autonomes veulent bien devenir indépendantes, ça doit être la décision commise par le référendum par toute la population de la République. Et là, il n'y a pas eu le référendum aux républiques soviétiques pour reconnaître l'indépendance de cette ex-république autonomique. Mais l'indépendance s'est déclarée au moment de l'éclatement de l'Union soviétique. Mais c'était une déclaration illégale et unilatérale. Ce n'était pas compris, ce n'était pas décidé par la population totale de la République d'Azerbaïdjan. On parle du droit ici. D'accord. Et de l'autre côté, à la même temps, l'Arménie, les forces arméniennes, ils ont occupé 7 territoires Karabakh de l'Azerbaïdjan et plus de 7 territoires autour de cette ex-république autonome. Vous parlez de la guerre de 90, là. Exactement, la guerre où à la fin l'Azerbaïdjan a perdu presque 20% de ses territoires souverains. Et cette occupation a duré 30 ans. Et à la fin de la guerre de libération de 2020, Azerbaïdjan a libéré ses territoires souverains, c'est-à-dire Karabakh et les territoires, c'est-à-dire l'ex-république autonome de Haut-Karabakh, aujourd'hui c'est dans la région de Karabakh de l'Azerbaïdjan, et les territoires occupés autour de Karabakh. Excusez-moi, mais en 2020, le conflit entre l'Azerbaïdjan et le Karabakh a conduit à l'occupation ou la venue des forces azerbaïdjanaises à Choucha, mais le reste du Karabakh était resté arménien. À la fin de la guerre de libération de 2020, Azerbaïdjan a libéré ses territoires, mais le régime illégal, séparatiste, le restait dans ces territoires. Et il y a eu des accords entre l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Fédération Russie, exactement, qui a signé les protégé les forces de la paix de la part de la Russie. Ils se sont installés dans la région et les négociations ont commencé pour normaliser des relations entre les deux. Mais le problème, c'est que après l'accord trilatéral signé entre les 3 pays, l'Arménie continuait toujours d'envoyer des forces armées au territoire de Karabakh de l'Azerbaïdjan. C'est-à-dire, ils violaient les paragraphes signés par eux-mêmes à la fin de la guerre de 2020. Et c'est comme ça que l'Azerbaïdjan a commencé l'année dernière, au mois de septembre, une opération antiterroriste. Mais avant ça, elle a effectué un blocus du Karabakh. Vous savez, il n'y avait pas de blocus du tout. Qui était conservé, qui était, sous la surveillance, sous la garde des forces russes. Ce que vous présentez, le blocus, c'était restreint pour entrer des forces armées de la part de l'Arménie. Mais pour des civils, c'était toujours ouvert. Il n'y avait pas de problème au niveau des vivres, au niveau des besoins de la population
Ce qu'on a dit, l'Azerbaïdjan était prêt de fournir tout ce qui est nécessaire pour la population qui habitait, arménienne, qui habitait à l'époque à Khankandi. Mais ne laissez pas passer les marchandises en provenance d'Arménie, c'est ça? Le problème, c'est que l'Arménie, au nom de passer le marchandise, envoyait des armements, des forces armées. Et c'était le problème. Et quand l'Azerbaïdjan a commencé l'opération locale antiterroriste au mois de septembre l'année dernière, nous avons fait clairement, nous avons déclaré, le gouvernement a déclaré que ces Arméniens, ils peuvent toujours continuer à vivre en tant que citoyens de l'Azerbaïdjan à ce territoire ici. Mais la population arménienne de Karabakh, la majorité, ils ont décidé de quitter ce territoire. Et à la fin de cette opération, le régime illégal séparatiste a cessé d'exister. Oui, il y a eu une déclaration officielle de la part des autorités du Karabakh. Mais vous dites que la population n'a pas été contrainte alors de quitter le Karabakh? La population avait le choix. Devenir le citoyen de l'Azerbaïdjan et de continuer à vivre au territoire souverain de l'Azerbaïdjan. Est-ce que vous êtes prêt à accorder le droit au retour des Arméniens du Karabakh et à leur fournir et à leur octroyer un statut particulier au sein de la République d'Azerbaïdjan? On dit toujours que les Arméniens de souche qui habitaient en région de Karabakh de l'Azerbaïdjan, parce qu'il faut faire attention, pendant les années d'occupation, il y avait une politique de populisation de ces territoires, peuplement, excusez-moi, de ces territoires de la part du gouvernement de l'Arménie, parce que beaucoup des Arméniens de région de Moyen-Orient, ils se sont installés dans cette région. De Syrie. De Syrie, de l'Irak et de les autres pays. Alors, on parle de droits des Arméniens de souche qui peuvent continuer à vivre en Azerbaïdjan et devenir le citoyen de l'Azerbaïdjan. Mais avec un statut particulier. Attention, on ne peut pas ignorer les droits des Azerbaïdjanais qui ont été chassés de la part de l'Arménie aux années de 1990. On parle ici de 250 000 Azerbaïdjanais. Ils ont ce droit de retour aussi. Alors, on ne peut pas ignorer une chose, de parler que de droits des Arméniens. Il y a de droits de retour des Azerbaïdjanais aussi. Il y avait une population totale de combien d'habitants avant le conflit? Avant le conflit, je peux vous dire qu'aux années de la fin de 1990, plus de 250 000 Azerbaïdjanais, on dit presque 350 000 Azerbaïdjanais ont été chassés de la République d'Arménie. Ah, de la République d'Arménie, oui. Nous parlions du Karabakh. De Karabakh, des Arméniens de Karabakh. Selon les statistiques, on dit presque 100 000 Arméniens qui ont quitté le territoire de l'Azerbaïdjan, et ça peut être un peu exagéré, mais on parle que donc s'ils acceptent de prendre la citoyenneté azerbaïdjanaise, est-ce que vous êtes prêt à leur accorder un statut particulier à l'intérieur de la République d'Azerbaïdjan? C'était la politique de l'Azerbaïdjan, c'était officiellement déclaré. Même aujourd'hui, s'il y a des Arméniens qui veulent bien devenir la citoyenne de l'Azerbaïdjan et continuer à vivre en Azerbaïdjan, il y a même des lignes en Internet qu'ils peuvent ouvrir, envoyer des documents et lancer cette procédure. Même aujourd'hui, vous savez qu'il y a des milliers d'Arméniens qui continuent à vivre en Azerbaïdjan. En Azerbaïdjan, au Karabakh? Non, c'est pas seulement à Karabakh, à Bakou, aux autres villes de l'Azerbaïdjan. Mais au Karabakh? Au Karabakh, il y a aussi des Arméniens, bien sûr. Je ne peux pas vous dire exactement, il n'y a pas vraiment trop d'Arméniens aujourd'hui, mais on peut parler des centaines des Arméniens qui continuent à vivre dans la région de Karabakh de l'Azerbaïdjan. Et sur l'autre reproche qui vous était fait avant la conférence, sur la répression des opposants politiques en Azerbaïdjan et sur l'emprisonnement des journalistes, je pense notamment à 5 journalistes de la rédaction d'un site qui est spécialisé dans les enquêtes sur la corruption, Abzas Media. Donc, avez-vous à répondre à ces reproches? Vous savez, peut-être l'Azerbaïdjan n'est pas une démocratie parfaite comme la France, mais chez nous, s'il y a une violation de la loi, il y a des conséquences de cette violation. Et en Azerbaïdjan, des personnes ne sont pas arrêtées selon leur métier.
C'est-à-dire ces journalistes qui sont arrêtés, c'est-à-dire il y a une fait de violation de la loi. C'est-à-dire? C'est-à-dire il y a une enquête qui est ouverte concernant le fait de corruption et une violation de la loi de la part de ces journalistes. Il y a des conséquences de cette violation de la loi. Quel fait leur est précisément reproché? Et ce que vous avez dit, il y avait une enquête ouverte concernant ce journaliste et le cas de corruption. Ah non, ce que je disais, c'est que ce journal, enfin ce site en ligne, je crois, est spécialisé dans les enquêtes sur la corruption, et il est même jusqu'à aller mettre en cause des financements de reconstruction au Karabakh, donc dont les marchés ont été attribués préférentiellement à des compagnies proches du président Aliyev et même du président Erdogan, du président turc Erdogan. Vous savez, ces allégations, ils sont erronées et ils sont fausses. Et ces allégations, ils font partie d'une campagne anti-azerbaïdjanaise qu'on voit aujourd'hui de la part de certains médias de l'Ouest. Ce que je dis, les journalistes qui violent la loi, ils voient des conséquences de cette violation de loi. Et ces journalistes, ils ne sont pas arrêtés pour leur métier qu'ils ont fait. Il y a des cas concrets, des enquêtes ouvertes concernant les violations de la loi azerbaïdjanaise de la part de ces journalistes. Où en est leur procès? Parce qu'ils sont encore en prison? Ils sont en prison, oui, et le processus continue. D'autre part, en ouverture à la conférence, donc, le président Aliyev a fait un discours dans lequel il a tenu des propos contre la France. Je cite: « Les leçons des crimes de la France dans ses prétendus territoires d'outre-mer ne seraient pas complètes sans mentionner les récentes violations des droits humains par le régime. » Je pense qu'il avait en tête la façon dont ont été rapportés les événements en Nouvelle-Calédonie. Donc après cette déclaration, la ministre de la Transition écologique française Agnès Pannier-Runacher a renoncé à participer à la conférence. Donc ma question est la suivante: est-ce que ces propos du président Aliyev sont la réponse du berger à la bergère sur les reproches qui ont été faits, les accusations qui ont été faites à l'Azerbaïdjan de pratiquer une épuration ethnique au Karabakh? Le président Aliyev, il a parlé dans une réunion qu'on a organisée au soutien des États insulaires en développement, qui sont des victimes peut-être numéro 1 des problèmes climatiques. Et dans son discours, le président, il a mentionné exactement ces petits territoires insulaires qui souffrent beaucoup de problèmes environnementaux. Et concernant la question le soutien de l'Azerbaïdjan de ces États insulaires, je peux vous dire que c'était une priorité dans notre aussi présidence de l'agenda de COP29. Et pour vous répondre concrètement à votre question, vous savez qu'ici on a vu vraiment une campagne aussi contre l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan même a été nommé comme un pays ingérant dans les territoires de Nouvelle-Calédonie ou les autres. Et la réponse est simple. Il y a vraiment une méconnaissance sur le fait ici en France. L'Azerbaïdjan, c'est un pays qui a présidé la plateforme des pays non alignés. C'est une plateforme de 120 pays. Et la question de... à quelle époque a-t-elle présidé? 2018-2023, c'est-à-dire jusqu'à l'année dernière. Pendant 4 ans, on était le président de cette plateforme mondiale. Et la question de combattre les formes de nouveau colonialisme est une des priorités dans cette plateforme. Vous dites que la France a une politique coloniale à l'égard de ces départements et territoires d'outre-mer? Non, ce n'est pas l'Azerbaïdjan qui le dit, M. Frédéric. Il y a une commission de l'ONU où il y a des territoires qui ne sont pas gérés, qui sont considérés pas autonomes. C'est-à-dire, Nouvelle-Calédonie fait partie de cette liste préparée par l'ONU. Ce n'est pas quelque chose que l'Azerbaïdjan... Quelle instance de l'ONU, dites-vous? C'est une commission de l'ONU sur les territoires non autonomes, si je ne me trompe pas.
Et c'est-à-dire, quand vous parlez de l'Azerbaïdjan ou bien des territoires d'outre-mer de la France, il y a vraiment une malinformation ou bien désinformation. L'Azerbaïdjan, c'est un pays qui préside une plateforme où la question de Nouvelle-Calédonie est déjà dans l'agenda. Et bien sûr que dans notre rôle Mais l'Azerbaïdjan de président, respecte l'intégrité territoriale de la France. bien sûr, comme la France respecte l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan. Et Karabakh fait partie de l'intégrité territoriale. Donc j'avais raison de vous poser la question de la réponse du berger à la bergère. Vous savez, c'est un fait qu'aujourd'hui, il y a une crise dans nos relations bilatérales. Alors justement, c'est un fait à souligner. Justement, j'en viens à un point Oui. important de cette détérioration des relations entre la France et l'Azerbaïdjan, c'est l'aide militaire apportée depuis 2023 par la France à l'Arménie. Alors je cite notamment, la France livre des blindés de transport de troupes, des missiles solaires, des canons César qui ont montré leur efficacité notamment en Ukraine, et des systèmes de radar Thales contre les drones et les avions de combat, les drones ayant vraiment participé à cette conquête du Karabakh en 2023 et même déjà en 2020. Donc est-ce que cette aide militaire n'est pas la raison des propos hostiles du président Aliyev à l'égard de la France en ouverture à la COP 29? Je me répète, il y a une crise dans nos relations bilatérales, mais l'Azerbaïdjan n'a pas pris l'initiative de cette crise. Ce qu'on voit comme un vrai problème dans nos relations aujourd'hui, c'est le changement de l'attitude ou bien un changement de la position équilibrée de la part de la France vis-à-vis de notre région, concrètement vis-à-vis l'Azerbaïdjan. Parce qu'à l'époque, c'était un pays qui avait une position plutôt neutre, peut-être parce que la France avait un rôle intermédiaire pour résoudre à l'époque le conflit. Vous parlez du groupe de Minsk, c'est ça? Exactement. Entre la France, les USA et, pour résoudre et la Fédération de Russie. L'ex-conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Mais dès que le conflit est fini, après la guerre de libération de 2020, la France a changé cette position d'équilibre. Et la France a devenu un pays ami de l'Arménie et hostile à l'Azerbaïdjan. Ce que nous disons, on connaît très bien les liens historiques, les liens très proches entre l'Arménie et la France. Et bien sûr, il y a un facteur d'un lobby arménien qui est très très fort, communauté arménienne ici en France. Mais réfugiés du génocide turc. Ce sont des communautés arméniennes qui sont aujourd'hui une force électorale. Oui, mais je précise que ce sont des réfugiés du génocide turc. Vous savez, des événements de 1915, à l'époque de l'Ottoman, Empire ottoman, Azerbaïdjan n'a jamais fait partie de l'Empire ottoman. Je parle du génocide turc, je ne parle pas du génocide azerbaïdjanais. Je parle des événements de 1915. L'époque de l'Empire ottoman, Azerbaïdjan ne faisait partie de l'Empire ottoman. Juste pour un fait que vous saviez les faits historiques. Voilà. Alors, une communauté forte arménienne ici en France, qui sont une force électorale, ça on ne peut pas ignorer. C'est-à-dire malheureusement que la France est devenue un otage de lobby arménien. Mais de l'autre côté... Excusez-moi, mais il y a combien d'électeurs d'origine arménienne en France? On parle aujourd'hui de 600 000 électorats français d'origine arménienne. Alors, de l'autre côté, c'est-à-dire la France qui a changé la position, c'est-à-dire il avait toujours ses amitiés et des liens très forts entre la France et l'Arménie. Ce que nous disons, être un ami de l'Arménie ne doit pas interpréter être hostile contre l'Azerbaïdjan. Et le fait de militarisation de l'Arménie par la France, vous avez raison, c'est un grand souci pour nous et je vous explique pourquoi. Parce que l'Arménie, c'est un pays qui a occupé les territoires de l'Azerbaïdjan. Aujourd'hui, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, ce sont deux pays qui sont en train de trouver une paix durable
On est à la recherche de la paix entre les deux, normalisation des relations entre les deux. Alors, vous permettez que je vous pose une question? Oui, bien sûr. Est-ce que l'aide apportée par la France à l'Arménie actuellement n'est pas la conséquence de la crainte qu'a l'Arménie, que l'Azerbaïdjan continue Non. Je termine ma question, Oui. s'il vous plaît. Continue son offensive, notamment sur le corridor de Zangezur, j'espère que je prononce bien, ce corridor de Zangezur qui sépare l'Azerbaïdjan de l'exclave du Nakhitchevan, si je prononce bien. Les Arméniens craignent que dans le prolongement de l'offensive de 2023, il y ait une offensive sur ce corridor qui permette d'établir une continuité territoriale entre cette exclave et l'Azerbaïdjan, mais aussi dans l'intérêt de la Turquie, qui assure une continuité territoriale entre la Turquie et l'Azerbaïdjan, et plus loin, entre la Turquie et l'Asie centrale turcophone. Donc c'est cette crainte et le fait que l'allié traditionnel de l'Arménie, c'est-à-dire la Russie, n'est pas défendu comme elle le devait les Arméniens du Karabakh au moment de l'offensive de 2023, a fait que la France a décidé, et pas seulement la France, mais il y a un partenariat stratégique maintenant également entre l'Arménie et l'Union européenne et l'Arménie et les USA. La France a pris en charge la sécurité de l'Arménie en lui livrant ceux qui lui permettent de se défendre. Alors, la réponse concrète est non. Et je vous explique pourquoi. Tout d'abord, ce que j'étais en train de dire, les territoires azerbaïdjanais ont été sous l'occupation de l'Arménie pendant 3 décennies. Pourquoi je répète? Parce qu'il y a vraiment une ignorance totale par France de ce fait. Et on est à la recherche de la paix. Il y a un processus de normalisation qui dure après 2020 entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Il y a un dialogue direct entre ces deux pays qui donne des résultats tangibles, juste pour vous donner. Petit à petit, on avance. Mais de l'autre côté, il y a un pays, France, qui continue à militariser l'Arménie. Vous avez dit, est-ce que c'est la conséquence de la guerre de 2020? Non, je répète. La guerre de 2020, c'est une guerre de libération parce qu'on a libéré nos territoires souverains. Excusez-moi, je parlais de la non-résolution du conflit, de l'offensive de 2023. Pour le moment, la question des frontières entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie ne sont pas réglées et l'Arménie craint que l'Azerbaïdjan ne souhaite le solutionner par les armes. Donc, non, l'Azerbaïdjan ne le souhaite. Autre précision, oui. La France militarise l'Arménie, vous avez dit, mais elle la militarise pour sa défense. Non. Pas pour une offensive contre l'Azerbaïdjan. Je répète non et j'essaie d'expliquer. L'année dernière, on a eu cette explication officielle de la part de la France que voilà, les armements qu'on a fournis, ce sont les armements de défense. Mais cette année, César, vous avez bien mentionné, ce n'est pas un armement de défense, non? C'est offensif purement. Et de l'autre côté, juste pour vous dire, la guerre de 2020, c'est la guerre de libération. L'opération de l'année dernière, septembre 2023, c'est l'opération qui a mis fin au régime séparatiste illégal. Point. Azerbaïdjan a restauré son intégrité territoriale. Et maintenant, le processus de normalisation, délimitation des frontières entre les deux continue. C'est un processus qui dure. Et on a eu déjà le résultat cette année, en mois d'avril, quand première fois dans notre histoire, 12 km de la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan a été délimitée. C'est un résultat tangible. Et maintenant, la France continue à fournir l'armement à l'Arménie. Vous avez posé la question et je vous réponds. Comment vous trouvez cette politique de la part de la France
officiellement qui dit que moi je suis pour la paix durable dans la région, pour la restauration de normalisation, des relations normales entre les deux pays, mais en même temps qui continue à militariser l'Arménie. C'est un pays qui a occupé les territoires azerbaïdjanais, c'est-à-dire qu'il y a toujours un risque de la part de l'Arménie de répéter cette agression contre l'Azerbaïdjan. Mais en même temps, ce qu'on voit, narrative ici développée par médias français, que l'Azerbaïdjan peut un jour agresser l'Arménie. C'est pas les médias français, c'est Pachinian qui le dit. Le Premier ministre arménien, Nikol Pachinian, dit « Je crains que l'Azerbaïdjan ne prolonge son offensive sur le corridor de Zangezur ». Non, ce sont deux choses différentes. Corridor de Zangezur, c'est une autre chose, mais la question narrative fausse erronée de la part de médias français de présenter l'Azerbaïdjan comme un pays agressif, c'est une autre chose. Agresseur, c'est une autre chose. Et je vous dis pourquoi. Je dis, ce n'est pas le secret, je dis, est-ce que c'est un prétexte pour la France aujourd'hui de présenter l'Azerbaïdjan comme un pays agresseur pour continuer à fournir l'armement à l'Arménie? Parce que ce que nous disons, alors nous avons restauré notre intégrité territoriale, l'Azerbaïdjan, on a commencé de reconstruire les territoires détruits par l'Arménie pendant ces années de l'occupation. Et je ne sais pas si vous avez vu les photos, le parlement de Stepanakert a été détruit par les Arméniens. Vous savez, Stepanakert, c'est une ville Khankendi. Et est-ce que vous avez une idée que le nom de Khankendi a été changé en 1923? Vous savez, c'est qui Stepan Shahoumian? C'est un leader de bolcheviks. Et le nom de la ville Khankendi a été changé en 1923. Donc Khankendi, c'est le nom en azerbaïdjanais. Voilà. Mais est-ce que vous avez une idée que le parlement que vous avez mentionné était illégal? Parce qu'on parle de la régime illégal séparatiste. Et le Parlement ou bien les autres infrastructures sont le résultat des actes illégaux qui ont duré pendant 3 décennies. Vous pouvez considérer ces structures politiques comme illégales, mais il n'empêche que c'est une structure démocratique, c'est un Parlement qui réunit des députés. Qui représente une population. Comment vous parlez de la présentation de la population quand l'opinion de presque 850 000 Azerbaïdjanais qui ont été chassés de ce territoire n'ont pas pris en considération du Karabakh et les territoires autour? De quelle démocratie vous parlez? Ils ont chassé, ils ont tué les Azerbaïdjanais, ils ont créé leur démocratie, ils ont essayé de présenter comme un territoire indépendant. Comment c'est possible? De quel droit vous parlez? De quel principe de droit international vous parlez? Vous savez, aujourd'hui, au XXIe siècle, on ne peut pas vraiment présenter les idées erronées comme démocratie. Le principe du droit international, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Droit de peuple de l'Azerbaïdjan entier. Alors, je ne vous parle pas d'autres exemples dans le monde à l'heure actuelle, et notamment en Ukraine, mais c'est un droit qui existe et qui est invoqué par divers gouvernements. Vous savez, droit du peuple azerbaïdjanais, la démocratie, c'est la voix de la peuple azerbaïdjanais. Les Arméniens sont de minorités qui habitent au territoire de la République d'Azerbaïdjan. Il y a des autres minorités. C'est-à-dire, dans ce cas, c'est entièrement le peuple azerbaïdjanais qui décide. Ce n'est pas seulement une groupe minorité qui décide pour eux. Et pour juste continuer, on dit à la France, laissez-nous un temps pour qu'on finalise le traité de paix. Et après, bien sûr, c'est à vous, deux États souverains, de décider comment vous voulez bien, comment vous pouvez développer votre coopération, partenariat aux sphères de la défense. Mais laissez-nous un temps pour qu'on finalise le traité de paix. L'Arménie est en train de changer de cadre stratégique, donc elle souhaite poser sa candidature à l'Union européenne et elle a noué un partenariat stratégique, comme je le disais tout à l'heure, avec l'Union européenne et les États-Unis, pour assurer sa sécurité. Quel commentaire faites-vous sur ce changement d'orientation
stratégique de l'Arménie? Tout d'abord, c'est un peuple arménien, c'est un gouvernement de l'Arménie de décider quelle orientation ils vont choisir pour eux-mêmes. Ce n'est pas à nous à dire pour eux. Ce que je peux dire, je peux parler au nom du peuple azerbaïdjanais, au nom du gouvernement de l'Azerbaïdjan, qui mène une politique indépendante. On est fiers de notre politique extérieure et intérieure tout à fait indépendante. L'Azerbaïdjan, c'est un pays, un partenaire fiable et stratégique aux sphères de l'énergie avec l'Union européenne. L'Azerbaïdjan, c'est un pays qui est un partenaire important avec l'OTAN aux sphères de la sécurité. L'Azerbaïdjan, c'est un pays qui continue une politique d'avoir des relations ou bien développer davantage des relations avec tous les pays de voisins. Voilà pourquoi on a des partenariats stratégiques avec la Turquie, avec la Russie, avec la Géorgie, on a des bons rapports avec notre autre voisin au sud, avec l'Iran, et on est en train de normaliser nos relations avec l'Arménie parce que les pays voisins sont priorité pour nous. Alors justement, vous citez la Géorgie. La Géorgie connaît de profonds changements à l'heure actuelle. Quelle analyse faites-vous de l'évolution de la situation, notamment cette semaine, en Géorgie, suite à la décision du Premier ministre géorgien de cesser les négociations pour l'adhésion à l'Union européenne? Alors, je répète une fois encore, c'est au peuple géorgien de décider quel avenir ils vont choisir pour leur pays. Ce que je peux dire, Géorgie, c'est un partenaire stratégique et solide pour l'Azerbaïdjan. Il y a beaucoup de projets qui participent ensemble. Et juste pour dire, la démocratie, c'est quoi? La démocratie, c'est la décision de la majorité du peuple. Quel avenir ils veulent bien voir pour eux-mêmes. Et moi, je pense que dans ce cas, c'est au peuple géorgien de décider dans quelle direction, avec quels partenaires ils vont avancer. Mais ce que je veux dire, on est vraiment contre d'avoir des lignes comment on dit ça, divorcées, les lignes de rupture dans notre région. On est contre pour cette politique menée malheureusement par certaines forces dans notre région du Caucase du Sud. Alors justement, vous citiez tout à l'heure les partenariats stratégiques noués par l'Azerbaïdjan avant l'offensive de 2023 d'ailleurs, avec la Turquie à Choucha, donc, qui est une ville qui a été conquise par l'Azerbaïdjan pendant l'offensive de 2020, et avec la Russie quelques mois après, un partenariat stratégique qui d'ailleurs confirmait le partenariat qui a été noué à la veille de l'invasion de l'Ukraine par la Fédération de Russie en février 2022, pardon. Est-ce que cette évolution de la région, avec une Arménie qui se rapproche de l'Union européenne, avec une Géorgie dont la population manifeste tous les jours son opposition au gel des négociations avec l'Union européenne, est-ce que nous n'assistons pas précisément à une rupture, au contraire, à un début de rupture, à une possible rupture entre d'une part l'Azerbaïdjan qui est sur ses partenariats avec la Turquie et la Fédération de Russie, et d'autre part donc la Géorgie et l'Arménie qui se rapprochent de l'Union européenne, c'est-à-dire une rupture au Caucase Sud entre des partis selon la ligne de fracture qui divise le monde actuellement. Alors, après la libération de notre territoire souverain, Karabakh, et capitale culturelle Choucha, par les forces azerbaïdjanaises en 2020, on a renouvelé notre partenariat stratégique avec la Turquie. Vous avez raison, je voulais juste souligner que ce n'était pas offensif, c'était la libération. De l'autre côté, Azerbaïdjan, comme j'ai dit, c'est un pays qui partage des liens forts et stratégiques avec la Turquie. C'est la même chose pour notre voisin avec la Russie.
c'est la même chose avec beaucoup des autres pays. L'Ukraine aussi, c'est un autre partenaire stratégique de l'Azerbaïdjan. Et en plus, aujourd'hui, l'Azerbaïdjan partage le partenariat stratégique avec 9 pays membres de l'Union européenne. C'est juste pour vous donner une idée. De l'autre côté, la politique de l'Azerbaïdjan, on n'a pas déclaré qu'on a intention de devenir un membre de l'Union européenne. Notre politique à nous, d'établir des relations de partenariat sur une base d'équité, équilibre. C'est-à-dire, on parle d'un partenariat équitable. Il y a deux acteurs de deux côtés qui sont égaux. Et dans ce cas, est-ce que vous pensez que si l'Azerbaïdjan déclare que voilà, le lendemain, j'aimerais bien devenir un membre de l'Union européenne, l'Union européenne va accepter? Non. Alors, quels seront les résultats pour l'Azerbaïdjan de cette déclaration? Et qu'est-ce que ça va donner? Pour quelle raison l'Union européenne refuserait d'après vous? On a déjà vu les autres candidats qui sont déjà des décennies attendent devant la porte de l'Union européenne. Vous parlez de la Turquie? Bien sûr. Et pas seulement. Et dans ce cas, quel autre pays? Il y a des autres aussi, vous le savez très bien, je ne veux pas les nommer, qui attendent déjà depuis plusieurs années de devenir de membres de l'Union européenne. Mais vous parlez des Balkans occidentaux, c'est ça? Oui, mais ce qu'on veut bien, d'établir un partenariat fort avec des résultats tangibles, un partenariat fructueux pour deux côtés. C'est ce qui est, c'est-à-dire un partenariat réel. C'est pas seulement les déclarations que voilà, j'aimerais bien devenir un jour. Non, des actes réels avec des résultats tangibles. Et c'est comme ça qu'on a créé ce partenariat aux sphères énergétiques, aux sphères humanitaires, comme l'éducation, par exemple. C'est le transit du gaz et du pétrole russe par l'Azerbaïdjan dont se fournit l'Union européenne. Vous savez, l'Azerbaïdjan était un pays du pétrole hier. Aujourd'hui, l'Azerbaïdjan, c'est pays exporteur du gaz. Gaz est considéré comme une énergie transitoire. Et l'Azerbaïdjan, c'est un pays qui va devenir fournisseur de l'énergie renouvelable pour le marché de l'Union européenne le lendemain. C'est comme ça qu'il faut voir l'Azerbaïdjan. Et l'Azerbaïdjan, comme je dis, un partenaire fiable, ce n'est pas nous que disons, c'est l'Europe, c'est l'Union européenne qui dit que l'Azerbaïdjan, c'est un pays fiable à voir comme un partenaire. Et ça, ce partenariat, ça va continuer. Comme je dis, on partage les liens stratégiques avec 9 pays membres de l'Union européenne. C'est-à-dire, c'est une politique de l'Azerbaïdjan de continuer ce partenariat et continuer aussi des bons rapports et des échanges mutuels fructueux avec tous les pays, comme priorité avec les pays voisins. Très bien, bien sûr, ces bonnes paroles, Madame l'ambassadeur. Merci. Nous terminons cette interview, dont je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Madame l'ambassadeur, vous souhaitiez ajouter quelque chose au sujet d'une question qu'on a laissée un peu de côté tout à l'heure au cours de l'interview sur le corridor de Zangezur, si je prononce bien. Et vous êtes devant la carte, donc devant la carte de l'Azerbaïdjan. On parle ici de ce parti de territoire, voilà, qui lie l'Azerbaïdjan avec la République autonome de Nakhichevan, l'exclave. Ici, vous voyez, on parle ici d'un 40 km d'un territoire qui lie l'Azerbaïdjan avec la République autonome de Nakhichevan. En fait, vous savez, à l'époque soviétique, il y avait un lien, chemin de fer dans ce parti ici. Et après la guerre de libération de 2020, l'accord signé entre les tripartis, il y avait un paragraphe sur l'ouverture de couloir de Zangezur. Et l'ouverture pour les marchandises, pour les civils. Mais malheureusement, l'Arménie, jusqu'aujourd'hui, n'a
pas réalisé, n'a pas pris des actes pour la réalisation de ces obligations. Mais c'est juste pour vous donner une idée qu'on parle ici de la chemin de fer qui existait en période soviétique, et on pense que l'ouverture de ce couloir, de ce chemin de fer, va être vraiment bénéficiaire pour tous les pays de la région. Donc il ne s'agit pas de l'annexion de la région? Pas du tout, pas du tout. C'est au contraire, c'est la voie de communication, ouverture des communications entre les États qui va être bénéficiaire pour le développement des liens commerciaux entre les pays de la région. Merci de ce complément d'information, Madame l'ambassadeur. Merci à vous.